Bonsoir. Au nom des pédiatres de Lida et de Clara, nous vous souhaitons la bienvenue. Et en tant que président, je vous annonce l'ouverture de ces journées, tout simplement. Et je vous annonce que l'inauguration officielle, ça va être demain vers 15h. Et la clôture, ça va être une conférence plénière avec le professeur Kézeri, doyen de la faculté de Tartar. Je ne prends pas beaucoup de temps et je laisse la parole, c'est Fila qui va présenter, introduire cette soirée. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu fort. Excusez-moi quand je suis un peu. Alors, donc, comme a dit notre président, bienvenue. Je souhaite vraiment la bienvenue. C'est un moment très agréable que nous vivons aujourd'hui, ce week-end, et puis qu'on a vécu pas mal d'années depuis notre création, depuis 2017, et puis notre association qui connaît un essor très important, donc tout le monde en juge. Notre devise, c'est la simplicité. Notre devise, c'est le cœur, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est quand on accueille des gens, on les accueille avec cœur parce qu'eux aussi, ils nous aiment. Et nous vous aimons, bien sûr. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Donc, sans trop tarder, donc cette année, bien sûr, comme vous avez remarqué, donc c'est un programme qui est assez varié. Puis il y a une panoplie d'éminents professeurs et professionnels donc de la pédiatrie, de la santé pédiatrique de l'enfant. Bien sûr, nous avons choisi comme présidente notre éminente professeure Haj Khalifa, qui nous accueille avec bien sûr que nous connaissons bien, que nous aimons bien sûr, donc avec sa touche avec sa touche féminine, bien sûr, masculine aussi peut-être, et puis son humour, et puis surtout son humour. Hein. Donc, parce que je sais très bien qu'elle est battante, donc elle a vécu dans une période où pratiquement la pédiatrie, la médecine en général, c'est une pédiatrie, c'est un domaine qui était pratiquement, c'est-à-dire, je dirais, comblé par la communauté masculine. Et pour une femme, au ses débuts, c'était vraiment un combat. Nous vous la remercions, bien sûr. Bien sûr, nous remercions tout le monde pour leur présence, les modérateurs, les orateurs, tous les orateurs, bien sûr, qui ont accepté d'animer donc ces séances. Et bien sûr, qui sont venus de pas mal de régions du Maroc. Bien sûr, je un coucou, un bon merci, bien sûr, aux orateurs qui se sont déplacés, bien sûr, de France. Ils sont venus nous donner un coup de main et puis assister donc avec cette heure qui va être, on l'espère, donc bien remplie et bien réussie. Nous remercions bien sûr tous ceux qui sont venus des autres villes. Bien sûr, il y a des gens qui sont venus bien sûr de Casa, Oujda, bien sûr, Rabat, Marrakech, donc Bandagadir, bien sûr. Dakhla qui va venir bien sûr, donc Asfi bien sûr, donc il y a des gens qui nous aiment, bien sûr nous aimons. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du programme de la soirée, donc on passe sur le programme de la soirée. Donc il y aura 4 thèmes. Donc le premier thème, ça va être dédié à la pédopsychiatrie, et qui sera présenté par le Dr Modafa du CHU de Marrakech. La deuxième communication sera présentée par notre neuropsychologue, notre psychosociologue, je me trompe toujours, psychosociologue, donc déjà Liga, Dr Rehani. La troisième communication, elle sera dédiée à la charia, bien sûr, ce que dit charia islamia donc, dans ces cas-là, et sera présentée par mon ami Dr Zohar, donc, qui vient toujours, bien sûr, avec le professeur Hajiz aussi. Et en dernier lieu, donc, on va parler d'une l'expérience de l'association Beiti. L'association Beiti, qui est une association qui s'occupe de cette catégorie d'enfants qui sont en difficulté, et sera présentée par M. Elbaz Jafar, que nous vous remercions bien sûr. Donc, sans trop tarder, donc, nous donnons la parole à la première oratrice, Dr Modafa. Marhaba.
et bon courage et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Je vous demande de respecter le temps. Merci. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier le bureau pour le choix de ces sujets. Donc toujours des sujets au carrefour du psychologique, du social et du religieux. Donc c'est toujours un délice d'assister à ces débats autour de sujets éminents. D'autant plus que la délinquance juvénile, le Junoun Shabab, c'est un fléau national. J'ai trouvé une étude de 2022 où notre ministre Ouédi a dit qu'il y a 30 000 mineurs qui ont été poursuivis pour délinquance juvénile en 2022, donc ce qui n'est pas rien. Et donc ça pose la question de comment concilier entre le droit à la société, la délinquance, au fond, الحقوق ديال الطفل اللي justement خصنا نوقفوا هو اللي يكون يعني في حالة جنحة. Donc aujourd'hui, on a Dr Sarah Moudafi, résidente en pédopsychiatrie en dernière année au CHU de Marrakech, qui va nous parler du regard du pédopsychiatre sur ce fléau national et international. Merci. À la place du professeur Bessi, qui n'a pas pu se déplacer. Merci Dr Jiyej. Avant tout, je remercie le comité organisateur. Merci beaucoup Dr Diklan pour votre accueil, votre bienveillance et surtout votre gentillesse. Donc sans trop tarder, chers maîtres, chers collègues et honorables assistance, je suis très heureuse et très contente d'être aujourd'hui parmi vous et très honorée que le professeur Abbassi m'a choisi pour présenter ce travail. Je ne manquerai pas l'occasion de vous transmettre ces salutations. Donc l'intérêt de ce travail est plus de souligner ce que c'est que la délinquance en termes médicaux, quels sont les facteurs de risque qui font qu'un adolescent peut sombrer dans cette trajectoire malheureusement, et qu'en est-il du devenir et de l'avenir de ces adolescents. Donc on commencera par des définitions. Sur le plan étymologique, ça dérive du mot latin délinquer, qui signifie être en faute. Le préfixe dé marque un éloignement. La racine lingo veut dire lâcher, laisser et abandonner. Ce qui est hors règle et ce qui déroge et dérange en séparant les choses et les individus. Alors sur le plan juridique, c'est l'ensemble des infractions, crimes, délits et contraventions qui sont punis par la loi et qui exposent son auteur à des poursuites judiciaires ou par la police. Le délinquant est la personne découverte et sanctionnée par le système judiciaire. C'est tout acte qui provoque la sanction. Sur le plan psychologique et psychiatrique, c'est des conduites qui s'expriment par la transgression des règles sociales et des interdits et dont la signification peut varier du simple appel à de véritables troubles psychopathiques. Essentiellement, une pathologie des liens, de l'identité et des limites. Donc, trois grands mots à retenir, c'est transgression, loi et sanction. Donc, je remercie encore une fois l'équipe pédiatrique des Jalida d'avoir choisi une thématique sociale qui est assez vraiment importante parce que c'est alarmant la poussée de délinquance juvénile depuis ces dernières années dans notre royaume. Et d'ailleurs, les chiffres en parlent et en disent long. Les statistiques du ministère de la Justice des 10 dernières années, donc 2016, indiquent que le nombre de mineurs présentés devant le juge des enfants est passé de 19 616 à 25 730 mineurs. Et là, Dr Jiyej nous a donné les chiffres de 2022, chose qui est vraiment très intriguant et vraiment très alarmant. Alors, on avait comme type d'infraction les plus commis étaient coups et blessures, vol qualifié, vol simple, infraction liée à la drogue, consommation de stupéfiants, mais encore des viols, de l'ivresse publique, de la mendicité et la destruction des biens. Donc, on voit, il y en a de tout. Alors, pour comprendre la délinquance juvénile, il faut connaître ses facteurs de risque. Est-ce qu'elle est toujours pathologique? Non, il y a du sens développemental également. Le devenir est-il figé, fixe, définitif, ou bien est-ce qu'on peut s'en sortir?
Alors, il s'agit d'un cortège, une pluralité de facteurs. Une étude qui a été menée à Édimbourg sur 3 ans, Youth Transitions and Crime, et des études ADMO en 2015 et WIMET en 2009, ont conclu que plus une personne présente des facteurs de risque, plus grandes sont les probabilités qu'elle persiste dans une trajectoire délinquante. Ces facteurs de risque ne dépendent pas uniquement de la personne, de la communauté, de la famille, de l'école, des pairs et des loisirs, mais c'est une intrication, une intrication de toutes ces entités. Alors, nous allons développer chaque facteur de risque. Donc, pour les personnes, les sujets de sexe masculin constituent la précocité des attitudes agressives avant l'âge de 12 ans, qui est un prédicteur de délinquance chronique, les traits de personnalité antisociaux, où il y a l'impulsivité, la faible maîtrise de soi, le goût du risque, la dureté de l'égocentrisme, des facteurs de risque familiaux, comme l'éclatement de la cellule familiale, suite à un divorce, une séparation, le chômage, la famille monoparentale, le décès parental, le modèle de violence, un parent qui est délinquant, violence intrafamiliale, des conflits conjugaux, pratiques éducatives qui sont violentes, une santé mentale précaire des parents, en l'occurrence une dépression maternelle, des tendances addictives, un parent qui est délinquant. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, la délinquance trouve son origine dans des familles qui ne connaissent aucun dysfonctionnement majeur ou grave, mais qui en revanche sont dans l'incapacité d'assurer un contrôle sur les activités de leur enfant. Alors, la précarité aussi, on est passé de la délinquance utilitaire vers une délinquance violente, plutôt gratuite, violence dans les stades, dans les lieux publics, des agissements et des agressions racistes, une forte criminalité dans les quartiers pauvres, le fait de côtoyer des personnes violentes, consommateurs de toxiques, acteurs d'infractions, l'absence d'activités récréatives prosociales et de loisirs structurés, une consommation précoce des substances, l'école et toute panne scolaire, que ce soit un décrochage, de l'échec répété, une violence à titre physique, psychique ou sexuel, l'absence d'intérêt ou d'ambition, et l'indiscipline et le rejet de l'autorité scolaire. Donc, après avoir énuméré les différents facteurs de risque prédisposant à la délinquance, nous allons plutôt parler du sens développemental que cette dernière pourrait avoir. Donc, il faut savoir que la délinquance pourrait être physiologique, naturelle. Le cas des enfants qui sont très violents, des petits-enfants qui sont violents, opposants, agressifs, agressivité physique ou verbale, lorsqu'ils contestent quelque chose, lorsqu'ils veulent quelque chose, lorsqu'ils revendiquent quelque chose, lorsqu'ils sont frustrés. Et donc, le plus souvent, on considère cela comme étant développemental, comme étant, je dirais, structurant. Le cas des enfants d'âge préscolaire aux alentours de 6 ans, c'est l'âge de la motricité. Ils ont toujours recours soudainement à une décharge motrice s'ils sont soumis à beaucoup d'émotions ou de stress. On parle d'instabilité motrice. Lorsqu'ils sont joyeux, excités, inquiets, fatigués ou bien angoissés. Quant à l'adolescence, donc la délinquance constitue une expérience typique et momentanée à cet âge-là. La distribution de la délinquance peut être illustrée sous la forme d'un U, selon l'Institut universitaire des jeunes en difficulté de Montréal. Donc, il parle d'un U inversé. Les premiers agir apparaissent vers 12 ans pour atteindre leur summum vers 16 ans et se résorbent au début de la vingtaine. Donc, tout ça pour dire que l'adolescence n'est pas un âge à problème, mais c'est plutôt les dérapages que ça pourrait engendrer, les transgressions des règles, le fait de vouloir tester les limites, d'expérimenter de nouvelles choses, de provoquer et d'enfreindre la loi. Le présentisme, la notion du présentisme qui est le maintenant et immédiatement, les jeunes arrivent difficilement à se projeter dans le temps, satisfaire leurs besoins immédiats, par exemple voler une voiture pour faire une balade et négliger les risques encourus, se faire prendre, avoir un accident, renverser quelqu'un, tuer quelqu'un. Le fait de faire partie de bandes qui a deux fonctions principales, la première de créer un lien social et un espace d'identité et d'appartenance.
Le plus souvent, cette bande est plus ou moins structurée avec un chef qui représente la figure de père. Le plus souvent, ce dernier a acquis par des actes violents. Donc l'adolescence, de par ses remaniements psychiques, ses changements physiologiques et hormonologiques, constitue un véritable ouragan, tournade cérébrale, car le processus de sélection synaptique est toujours in process, car le cortex préfrontal principal, partie du cerveau responsable du fonctionnement cognitif et du contrôle des impulsions, est l'un des plus lents à se développer, car il y a des modifications du système limbique qui traitent les informations liées aux émotions pour expliquer les sauts d'humeur, le jugement moral non pleinement informé ou nuancé, pour dire que la mentalisation est court-circuitée au profit de l'agir. Comme vous pouvez le voir, c'est un schéma qui illustre la maturation des circuits neuronaux et des différentes zones du cerveau au fil du temps qui s'achève normalement entre 20 et 25 ans. Donc il ne faut pas considérer que toute délinquance comme étant une pathologie, un trouble mental. La délinquance au sens de la pathologie est une conduite qu'on peut retrouver dans n'importe quelle organisation psychique. Un patient déprimé peut être à l'origine d'actes délictueux, un psychotique, un anxieux. Donc il faut donner du sens et prendre en considération l'histoire, le développement psycho-affectif et cognitif, ainsi que la qualité et la stabilité des relations avec l'entourage, la famille et le contexte relationnel. Certaines structurations de personnalité sont le plus souvent pourvoyeuses et susceptibles de recourir aux conduites d'agir chroniques et de nature antisociale ou délinquante, comme la psychopathie, des personnes qui sont dénuées de remords, où il n'y a pas d'empathie, qui sont dans des agissements un peu rapides et irréfléchis, qui courent, et aussi il y a les états limites qui se caractérisent par une immaturité émotionnelle. Ils sont dans des mouvements de coupure relationnelle, ils sont d'une l'habilité timique qui est vraiment très impressionnante. Une autre entité qui a été décrite, qui est décrite dans le DSM-5, qui est le manuel statistique et diagnostique qui permet la classification des troubles psychiatriques, le définit comme étant un ensemble de conduites répétitives, persistantes, qui bafouent les droits fondamentaux d'autrui ou les normes et règles sociales correspondant à l'âge du sujet. C'est des conduites comme des agressions physiques graves, des actes de vandalisme, des fraudes, des vols, absentéisme scolaire, fugues, qui entraînent aussi bien une altération conséquente sur la qualité de vie, sur le scolaire et sur le social. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de délinquance. On a la délinquance initiatique qui n'est du tout pas grave, qui est l'essor des préadolescents et des adolescents, mais ils s'en sortent rapidement. Il s'agit d'actes qui sont peu graves, sans aucune rupture, sans aucun traumatisme, aucun problème de socialisation primaire. Il est particulièrement fréquent à la préadolescence dans 75% des cas et se règle de façon informelle par des mesures éducatives. Donc le premier barrage, le plus souvent, c'est l'intrafamilial. On a aussi la délinquance pathologique et la délinquance d'exclusion. Par contre, ces deux derniers sont plus graves et sont plus inquiétants. Alors la délinquance pathologique concerne des jeunes en grande difficulté psychologique dont la trajectoire de vie sont vraiment des ruptures affectives précoces, de la maltraitance, de la violence intrafamiliale, des carences éducatives. La délinquance d'exclusion qui concerne des jeunes qui ont cumulé des processus d'exclusion socio-économique ainsi que des ruptures scolaires. Concernant la trajectoire délinquante, donc il passe par des étapes. Donc la première, c'est l'activation. Plus une personne adopte des conduites délinquantes, plus celles-ci seront fréquentes, persistantes et variées. L'aggravation qui se manifeste graduellement par des délits mineurs, sans délaisser pour s'engager dans des crimes qui sont plus élaborés, graves, dirigés contre la personne. Et le désistement, plus une personne agit depuis longtemps et fréquemment une délinquance variée et grave, plus le désistement se produit tard dans sa vie. Donc s'il y a quelque chose, un mot-clé à passer, c'est qu'il faut agir au moment de l'activation ou de l'aggravation quand on constate qu'un délinquant ou un adolescent en voie de délinquance passe
d'un délit à un autre. Et là, ça montre que plus on commence précocement, ça monte crescendo, même par rapport aux natures des délits et des crimes qui sont commis, pour voilà, arriver à l'innommable, commettre des crimes, tuer quelqu'un, abuser de quelqu'un ou agresser quelqu'un. Alors on a longtemps considéré les personnes délinquantes comme étant coupables et les interventions devaient être axées essentiellement sur la répression qui à l'époque disait que c'était une technique qui permettait de les amener à corriger leur comportement. Mais fort heureusement qu'au début du XXe siècle, une nouvelle orientation plus humaine qui vise à reconnaître aux jeunes sa valeur d'enfant où l'éducatif prime sur le répressif. Et on a indiqué des solutions pénales qui étaient plus spécifiques et plus adaptées. C'est des mesures qui ont pour but de protéger ce jeune et de prendre en considération sa dynamique évolutive. D'où le principe de l'irresponsabilité en cas d'absence de discernement. Le non-discernement est supposé en dessous de l'âge de 13 ans. Et ça s'applique ici même au Maroc, voire même on est plus indulgent, donc jusqu'à l'âge de 16 ans. Et au tout début, donc l'approche pour prendre en charge ces personnes-là était purement psychiatrique, où le traitement des maladies mentales, des responsables des conduites antisociales, et se basait uniquement sur la médication et l'incarcération et l'internation en psychiatrie. Au fur et à mesure, on a développé d'autres approches, comme l'approche psychanalytique. On a introduit plutôt, pas développé, mais on a introduit d'autres approches, comme l'approche psychanalytique, qui vise le traitement du psychisme du délinquant, qui est soumis aux conflits intrapsychiques ou internes et aux motivations inconscientes qui ont guidé chez lui le passage à l'acte criminel ou délictueux. L'approche cognitivo-comportementale, qui vise de changer la cognition pour avoir un comportement qui est plus adapté, vise la modification des apprentissages inadaptés des pensées ou cognitions erronées ou inadéquates à l'origine des conduites antisociales ou de comportements délinquants. Là, actuellement, on est plus sur une prise en charge, une approche qui est plus globale, systémique et sociale, qui vise la modification du contexte et le traitement des interactions au sein de la famille et du milieu social. Et pour conclure, donc, ça serait vraiment intéressant d'axer les interventions sur l'individu et prendre en considération tout ce qui est environnemental, famille, cercle amical et tout, et d'articuler des efforts en intersectoriel, donc que ce soit le domaine médical, que ce soit le domaine social, le domaine judiciaire. Il faut que tous les donneurs de soins se serrent les coudes, se relancent, se complètent pour une prise en charge optimale et prometteuse. Et je vous remercie. Merci pour cette présentation très claire et qui va sûrement susciter beaucoup de questionnements parce que c'est un sujet quand même qui interpelle. Comme je disais tout à l'heure, il y a toujours cette question de quelle est la limite entre ce qui est pathologique, ce qui ne l'est pas, ce qui est punissable et ce qui relève du soin. Donc je pense qu'on va donner la parole à la salle pour une petite discussion avant de passer au deuxième intervenant. On va changer un petit peu le programme, on va mettre M. Jafar qui va nous parler de l'expérience de Betty en premier à la suite de cette présentation pour qu'on reste dans la clinique et dans la pratique. Et après, Inch'Allah, Ustad Zohar, il y a le côté religieux. D'accord? Oui. Merci, Sarah, merci. Madame, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Oui. Trois petites choses. Est-ce qu'on vient quand on dit délinquant? Pour nous, c'est toujours un jeune enfant à l'adolescent. Il y a des adultes qui sont délinquants. Ah non, bien sûr. Là, on parle de la délinquance juvénile, mais bien sûr qu'il y a... La délinquance juvénile, qui n'est peu... Alors, soit on est délinquant et on le reste, soit on est délinquant et on s'en sort. Heureusement qu'il y en a qui s'en sortent, et à ce moment-là... La deuxième chose, c'est dans la trajectoire de la délinquance. N'y a-t-il pas, à un certain moment, un niveau où on peut faire des corrections? Et c'est ça. Et on peut, parce que finalement, quand on voit la trajectoire, on n'a pas envie que l'enfant arrive jusqu'à l'extrême. Quel est, à ce niveau-là,
qui intervient. On a déjà interpellé l'État, mais l'État, c'est-à-dire que nous, les pédiatres, on voit les enfants aussi délinquants. Et on a envie, on s'adresse à qui? Quelles sont les structures? En France, vous avez un ensemble de structures qui prennent l'enfant, on place classification, et on dit celui-là qui a fait ça, il va aller là. C'est que dans cette définition, de la trajectoire délinquante, il n'y a pas une seule action. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ton temps, tu mets 5 comportements, 6 comportements pour chaque niveau. Mais je sais pas, restaurant qu'il a volé, c'est telle chose. Comment on va un symptôme seul. Voilà, tu n'as pas un seul symptôme, tu as plusieurs symptômes. N'y a-t-il pas des symptômes que nous allons considérer comme des symptômes charnières qui vont faire que là, on va taper, là, on va s'adresser à la famille, là, on va interpeller, là, on va. C'est pour faciliter la tâche aux pédiatres, à toutes les personnes. L'idéal, c'est d'abord la prévention. Oui, avant oui, tout mais ça. Donc, voilà, ça va de soi, mais ça ne va pas de soi, puisqu'il y a beaucoup d'éducatifs à mettre en place pour qu'on y arrive. Mais une fois qu'on y arrive, c'est vrai qu'on est tous un peu démunis parce qu'on n'a pas des structures, comme vous dites, vers qui on peut s'adresser. Chez nous, Kane, il a, bon, nous, en tant que psychiatre, voilà, soit on va prendre dans le cadre du soin avec toutes les contraintes des secrets médicaux, que dire aux parents, qu'est-ce qu'on peut ne pas leur dire, que déclarer à la justice, qu'est-ce qu'on peut déclarer, qu'est-ce qu'on ne peut pas déclarer. Bon, je laisse qu'on nous a appris un petit peu, je suis d'accord avec l'unité de protection de l'enfance, et d'ailleurs, il y a parmi nous un médecin qui était avec nous, l'unité de protection, c'est qu'il y a des associations comme ça, où on peut, de la même façon qu'on va accompagner un enfant victime de violence, on peut accompagner un enfant qui est à l'origine d'une violence. Oui. Et du coup, on va passer par ces unités de protection de l'enfance pour que l'accompagnement se fasse dans les règles de l'art, tout en respectant le fait qu'on va protéger quand même cet enfant, même s'il est délinquant. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est logique. Moi, je pense que par rapport à votre première question, le fait que comment savoir que ces troubles de comportement, donc le fait qu'il réitère, le fait que ces troubles de comportement commencent à devenir plus fréquents, plus persistants et plus intenses, alors là, et plus graves, alors là, il faut tirer la sonnette d'alarme, le réadresser chez un pédopsychiatre, ça serait intéressant, un suivi psychologique, psychothérapeutique, une psychothérapie structurée, et sinon, le cas échéant, voir d'où émane le problème. Si jamais on sent que c'est un problème qui est relatif à la famille, oui, il faut extirper l'enfant, mais avec le milieu familial qui est défavorable. Et justement, c'est ça le problème. Justement, c'est ça le problème. On va s'arrêter là pour remonter la deuxième question de la discussion. Je pense que c'est mieux de faire la discussion comme ça on aura.